un serial killer sataniste qui a dessiné des pentagrammes sur ses scènes de crime et sur ses paumes de main au moment de son procès. Voilà comment on peut rapidement résumer Richard Ramirez, qui a commis ses crimes en 1984 et 1985, une enfance très compliquée, une spirale meurtrière, soudaine et brutale, sur fond de musique d'ACDC. Voilà le programme qui nous attend aujourd'hui. Bienvenue, installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode d'Élémentaire. Ricardo Ramirez, qu'on va appeler par la suite Richard Ramirez, est né le 29 février 1960 au Texas, et ce qui va être intéressant à voir une nouvelle fois sur ce tueur en série, c'est à quel point son enfance l'a façonné et l'a détraqué pour le pousser à devenir un véritable psychopathe, comme pour Edmund Kemper, dont on a parlé dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit juste au-dessus. Alors qu'il a 12 ans, Richard va beaucoup fréquenter un de ses cousins qui s'appelle Mike et qui a fait la guerre du Vietnam. Et comme soldat en Asie, il a commis beaucoup d'exactions, il a violé des femmes, il en a tué et en a même décapité certaines. Et il a ramené des photos de ses crimes qu'il montrait donc à Ramirez. À 12 ans, c'est un petit peu glauque comme collection de vignettes Panini. Toutes ces histoires, ça le rapproche de son cousin et ça lui change de l'ambiance à la maison où les relations sont très compliquées, très tendues avec son père. Richard va aller donc vivre chez Mike parce que sinon il dormait au cimetière pour échapper à son père. Au moins les voisins ne faisaient pas trop de bruit pour qu'il puisse s'endormir. Mais bon, en même temps, malheureusement, il va développer un penchant pour le satanisme qui va s'affirmer au fil des années. Ce déménagement chez son cousin, je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce qu'en mai 1973, Mike va tuer sa femme au cours d'une dispute en lui tirant dessus avec un pistolet. Car c'est bien connu, quand on se dispute dans un couple, on le fait avec des armes à feu. Mike va donc partir vivre avec son cousin Richard chez sa grande sœur et son mari qui s'appelle Roberto. Et Roberto, il a une mauvaise habitude, c'est d'aller espionner des femmes la nuit. Et il emmène Ramirez avec lui. Donc on a Mike qui lui a montré comment violer et tuer des femmes, et Roberto qui lui montre comment les espionner. Notre futur serial killer va fusionner ces deux aspects, puisque dans la majorité des crimes qu'il va commettre par la suite, il va rentrer par surprise chez les femmes de nuit, après les avoir espionnées, et ensuite il va les violer et les tuer sauvagement. Richard est un bon exemple pour montrer que la drogue c'est mal, encore plus quand on est jeune et que notre croissance n'est pas terminée. Ramirez a commencé à fumer de la marijuana alors qu'il avait 10 ans, et il a aussi consommé du LSD. Vous allez voir où ça l'a mené. Ça c'est cadeau pour les parents pour dégoûter leurs enfants de toute consommation de stupéfiants. C'est Alex qui régale. Avec toute l'éducation que Richard a reçue, ses premiers fantasmes sexuels, ils vont pencher pour la violence et pour le viol. Durant ses études, il avait un job étudiant dans un hôtel et il se servait de son pass pour entrer dans les chambres des clients, pour les voler, et une fois il a même tenté de violer une cliente qui dormait. Il va ensuite partir vivre en Californie alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, et c'est là-bas qu'il va commettre ses crimes. Il va d'abord commencer par des cambriolages pour revendre ce qu'il peut voler afin d'avoir un petit peu d'argent pour survivre. Il est connu des services de police, que ce soit pour possession de drogue ou même vol de voiture, mais il ne fera jamais de prison à ce moment-là. Richard va être par la suite nommé The Night Stalker, le voyeur nocturne, le prédateur de la nuit, pour ceux qui n'ont pas la chance de parler la langue de Shakespeare. Et ça fait référence en fait au groupe ACDC et à leur chanson Night Prowler, qui était la musique préférée de Ramirez, une chanson qu'il écoutait apparemment en boucle quand il était à la recherche de femmes à tuer. Et c'est vrai que les paroles décrivent plutôt bien ce que notre tueur peut ressentir quand il traque ses futures victimes. D'ailleurs, il va malencontreusement laisser non loin d'une scène de crime une casquette du groupe AC/DC. Vous imaginez bien que ce n'est pas une super pub pour le groupe. D'ailleurs, aux États-Unis, des croyants vont profiter de ces faits divers pour montrer que les groupes de rock poussent au satanisme. Et c'est pas faux, moi j'ai écouté Highway to Hell et j'ai eu envie d'égorger un hamster pour communiquer avec le diable. Si AC/DC vous fait aussi cet effet-là, dites-le moi en commentaire. Faut pas avoir honte, faut tout assumer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les crimes de Ramirez, ils vont pousser le groupe de rock à annuler certains concerts. Les crimes du Night Stalker auront lieu entre 1984 et 1985. Ce surnom du Night Stalker vous fait peut-être penser à une autre affaire dont on a déjà parlé, celle du tueur du Golden State, qui se faisait surnommer comme ça à la fin des années 70. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, une nouvelle fois, n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui va apparaître juste au-dessus. Je passe mon temps à faire de l'autopromo en fait. Le tout début du parcours meurtrier de notre serial killer du jour, c'est en juin 1984, quand Ramirez va poignarder et égorger Jenny, une femme de 79 ans, qui est retrouvée morte dans son appartement. Ensuite, on a une pause de près de 1 an, et c'est en 1985 que tout va s'enchaîner. En mars de cette année, il tue Dale, une femme de 34 ans, avant de s'en prendre à sa colocataire, Maria, qui était en train de rentrer dans l'appartement, et Maria, elle va échapper à la mort parce que la balle qu'il a tirée, elle va ricocher sur le trousseau de clés qu'elle tenait dans la main pour se protéger. Cette même journée, un peu après, il a arrêté une voiture dans la rue, il en a sorti la conductrice par la porte et il l'a tuée par balle.
Ces meurtres dans la même journée avaient fait parler à l'époque. Quelques jours plus tard, Ramirez va retourner dans une maison qu'il avait cambriolée par le passé. Il va tuer le propriétaire de 64 ans et sa femme de 44 ans. Mais la rumeur voudrait qu'au départ, en fait, l'épouse, qui s'appelait Maxine, n'était pas morte. En fait, elle a été réveillée par les premiers coups de feu qui avaient tué son mari. Elle aurait été frappée par Richard, qui lui aurait ensuite attaché les mains avant de commencer à voler les objets précieux de la maison. Sauf que la femme, elle aurait réussi à se détacher, elle aurait attrapé le fusil de chasse qui est sous le lit, et elle aurait tenté de tuer Ramirez. Sauf que le fusil n'était pas chargé. Vous vous doutez bien que Richard va être un petit peu énervé, du coup il va la poignarder à mort et il va lui arracher les yeux. Et il va les garder comme souvenir. Ou pour s'en servir comme d'un cochonnet lors d'une pétanque. À chaque fois, il se sert d'un pistolet de calibre 22, ce qui va orienter la police vers la piste d'un serial killer. C'est évident, même nous on l'aurait deviné. Au mois de mai, il entre dans une autre maison en pleine nuit par effraction, il va électrocuter une des victimes, il va en violer une autre, et il va se servir du rouge à lèvres qu'il trouve sur place pour dessiner un pentagramme sur les murs de la chambre. Notre serial killer est vraiment porté sur son délire sataniste parce qu'il va demander à certaines de ses victimes de jurer sur Satan, de dire la vérité, de dire où se trouvent les objets précieux et de jurer de ne pas appeler à l'aide. En juillet, il attaque Whitney, une jeune femme de 16 ans, avec un fer à repasser qu'il avait dû trouver dans la maison alors qu'elle était en train de dormir. Et là aussi, on a une petite histoire qui appartient un peu à la légende de Ramirez, c'est qu'il aurait tenté de l'étrangler avec une prise de téléphone, et à un moment, il y a des étincelles qui sont sorties du câble. Alors Richard est parti et il a abandonné sa victime encore vivante parce qu'il pensait que c'était Jésus qui était intervenu. Heureusement que le Christ est là. Dans la région de Los Angeles, ce périple meurtrier commence à être très médiatisé, les habitants sont vigilants, certains quartiers font même des rondes pour se protéger, une cellule dédiée à ce dossier est même créée par les forces de l'ordre pour tenter d'accélérer l'arrestation. Alors notre tueur va faire un petit passage par San Francisco, ce qu'on appelle un one-shot, vous me pardonnerez l'expression. Il va tuer un couple de sexagénaires, il laisse sur la scène de crime un pentagramme, la police va aussi également retrouver des douilles qui correspondent aux armes utilisées par l'homme qu'elle recherche, et il y a également une empreinte de basket qui matche avec d'autres traces qu'on a pu récupérer sur des meurtres de Los Angeles. Le problème, c'est que toutes ces infos, elles vont être données par le maire de San Francisco lors d'une conférence de presse, et ça va horrifier la police parce que du coup, Ramirez apprend notamment que ses chaussures peuvent le trahir. Donc il va abandonner sa paire avant de retourner à Los Angeles. Ce qui va précipiter sa chute, et il faut dire qu'il était temps parce que la cadence de ses crimes, elle devenait infernale, ce sont les empreintes digitales qu'on va retrouver dans une voiture que Ramirez avait volée pour commettre certains de ses meurtres. On va ensuite pouvoir comparer ça avec les données de la police et retrouver son identité et surtout sa photo, puisqu'il a déjà été arrêté par le passé. Donc à ce moment-là, les autorités vont diffuser son portrait, sauf que Richard, il ne le sait pas encore, et il va être reconnu dans un magasin. Un groupe de femmes mexicaines le pointe du doigt et l'appelle El Matador, ce qui veut dire le tueur, pour ceux qui n'ont pas fait espagnol en LV2, et c'est à ce moment-là que Richard il va voir sa tête sur toutes les unes de journaux et à la télé. Il va être pourchassé par des habitants, il va tenter de voler des voitures pour s'échapper, mais il va être stoppé par la foule qui va commencer à le lyncher. Il aurait pu être tué sur place si des policiers n'étaient pas intervenus à temps pour lui passer des menottes. Sans surprise, Richard est reconnu coupable de tous ses crimes, et le juge a d'ailleurs souligné sa cruauté. Ramirez est condamné à mort à 19 reprises pour meurtre, viol et vol. Il est d'ailleurs arrivé au tribunal avec des pentagrammes dessinés sur les paumes de ses mains. En 2009, des années donc après sa condamnation, Ramirez a été relié grâce à son ADN à ce qui pourrait être son premier meurtre, même s'il ne l'a jamais reconnu et qu'il n'a jamais été officiellement accusé. C'est un meurtre sordide en 1984 d'une petite fille de 9 ans qui s'appelait May, qui a été violée, poignardée et étranglée, et ensuite elle a été pendue par ses vêtements aux canalisations du sous-sol de l'immeuble où elle vivait avec ses parents. D'ailleurs, pour les experts, ce meurtre collerait plutôt bien aux pensées satanistes de notre homme, parce que la scène de crime, elle s'assimile un petit peu à un rituel, avec la posture du cadavre qui renvoie à celle du Christ sur sa croix. Richard a été condamné à mort, mais il ne va jamais être exécuté, et c'est finalement des suites d'un lymphome qu'il va décéder en 2013. Il sera resté jusqu'à la fin de sa vie dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, même si pour lui on devrait plutôt appeler ça l'autoroute des enfers, c'est élémentaire.